Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre ce soir. Euh, donc moi, je m'occupe de vous accueillir, mais c'est Jonas Mourman qui est notre conseiller en énergie qui s'occupera de la présentation et de vos questions dans un petit instant. Je vais peut-être juste vous dire un petit mot sur le pourquoi de l'organisation de ce webinaire et sur qui nous sommes. Je ne sais pas si vous connaissez EcoConso. Euh, je vois que... Ah voilà, pardon. Alors d'abord, c'est vrai que tout le monde est un petit peu habitué à Zoom, mais je préfère le rappeler. Il y a un onglet discussion, ou chat peut-être chez vous. Euh, Pendant la présentation, n'hésitez pas tout au long à poser vos questions directement si vous en avez. Mon collègue Esteban, qui est là, s'occupe de regarder ce qui se passe dans le chat. Et donc voilà, il va collecter vos questions au fur et à mesure. Il y aura un bon moment qui sera réservé à la fin pour vous répondre. Donc n'hésitez pas, conservez bien pour ne pas oublier vos questions. Et alors, s'il y a un petit doute, vous pouvez aussi, ici dans l'affichage sur Zoom, demander d'afficher juste l'intervenant. Comme ça, vous aurez l'intervenant et la présentation en grand. Voilà, ça, c'est les petits aspects pratiques. Alors, donc nous, on est chez EcoConso, donc on est une ASBL qui a plus de 30 ans. Notre mission, c'est d'informer, de sensibiliser tout un chacun pour faciliter vraiment les choix de consommation et les comportements qui sont plus respectueux de l'environnement et de la santé. Ça, c'est vraiment dans tous les domaines de la consommation, c'est notre spécificité. On est en Wallonie à Bruxelles, en Belgique francophone, et on travaille vraiment à la fois sur l'alimentation, l'énergie, les déchets, l'habitat, l'eau, les textiles, le jardinage, les produits d'entretien, les finances durables. Donc, on est vraiment actif dans tous ces secteurs. On essaye de essayer de vous renseigner au mieux là-dessus. Et alors, comme on est une ASBL, on est vraiment complètement indépendant des intérêts commerciaux. Et on a vraiment une organisation avec une équipe de spécialistes des thématiques, d'experts thématiques, et puis une équipe de communication. Vous pouvez retrouver vraiment une foule de conseils. Je vous invite, si vous n'avez jamais été dessus, à visiter notre site ecoconso.be. On propose aussi un service conseil qui est gratuit. Donc, si après ce webinaire, vous avez encore des questions ou sur un des thèmes que j'ai cités là, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone et à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on organise ce webinaire dans le cadre d'une action, d'une campagne qu'on mène tout au long de 2023 qui s'appelle Me raconte pas de salade. En fait, certains objets paraissent écolos, mais on se demande s'ils sont vraiment aussi écologiques qu'ils en ont l'air. Et donc tout au long de l'année, on vous propose en fait d'enquêter ensemble sur ces objets-là pour d'une part faire un petit peu la lumière, voir en fait ce qui se passe vraiment au niveau de leur sac à dos écologique. Est-ce qu'ils cachent des choses dedans ou est-ce que c'est effectivement durable? De décrypter l'image écolo qu'ils peuvent avoir parfois, est-ce que c'est vrai ou pas, et puis de lister aussi des questions qu'on peut se poser pour faire les bons choix au quotidien. On est seulement au début de cette action, donc il y a encore peu d'objets qui ont été décodés. C'est le deuxième ici, la voiture électrique. Mais je vous mets un petit peu ce qui est au programme. Donc, vous trouvez déjà les infos sur le tote bag en coton. Ici, on est dans le mois sur la voiture électrique. On parlera aussi du burger végétarien, des panneaux solaires, des bouteilles en plastique recyclées, des smartphones reconditionnés, du vélo électrique et bien d'autres. Donc, voilà, on va passer en revue une dizaine d'objets comme ça, chaque mois, focus sur un suspect, comme on les appelle. Et pour cela, on vous propose plusieurs outils, notamment des podcasts que je vous invite à découvrir sur le site. Il y a déjà la première enquête sur le tote bag et celui sur le vélo électrique qui ne tardera pas à sortir. Bientôt, il y aura aussi un carnet d'enquête qui reprend une méthode, la méthode ECO, qui vous permet de vous questionner vraiment pour voir un petit peu au quotidien comment est-ce qu'on peut voir si des objets sont vraiment écologiques, comment est-ce qu'on peut aussi, de manière générale, moins et mieux consommer. On propose, comme ce soir, un webinaire, mais aussi des animations sur demande pour des groupes. Et puis, je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités qui se passeront. Et tout ça est regroupé vraiment sur notre site ecoconso.be/salade. Vous aurez compris, le mot d'ordre, c'est me raconte pas de salade. Et on va voir tout de suite si la voiture électrique nous raconte des salades ou pas. Je vais passer la parole à mon collègue Jonas Mourman, qui est conseiller énergie chez EcoConso. Jonas, c'est à toi. Merci. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran?
Eh bien, bonsoir à tous. Donc, on va parler ce soir de voitures écologiques, plutôt de voitures électriques, et se poser la question, est-ce que c'est une voiture écologique et à quelles conditions éventuellement? Alors, je vais commencer par vous poser une question avant d'entrer dans le vif du sujet. Et cette question, c'est celle-ci. C'est, à votre avis, quelle est l'énergie la plus utilisée en Belgique? Est-ce que ce serait le gaz, le nucléaire, le pétrole ou bien les énergies renouvelables? Vous pouvez mettre la réponse dans le chat euh, pour voir un petit peu ce que ce que vous en pensez. Et alors, on a plein de C et c'est la bonne réponse, donc ça commence très bien. Souvent, quand je pose la question, il y a une bonne partie des participants qui répondent le nucléaire, parce qu'on confond très souvent énergie et électricité. Et donc, pour l'électricité en Belgique, en effet, le nucléaire, c'est la moitié de la production. Mais pour l'énergie en global, eh bien, c'est le pétrole qui est l'énergie la plus utilisée. En fait, quand on regarde le mix énergétique de la Belgique, le pétrole, les produits pétroliers, donc aussi les carburants, le diesel, l'essence, représentent 37% de l'ensemble de l'énergie utilisée en Belgique. En deuxième lieu, on a le gaz naturel, 26%. En troisième lieu, on a le nucléaire, faire de l'électricité. Et puis, on a une partie de l'énergie renouvelable, 10% en énergie primaire. Cette énergie-là, on va l'utiliser entre autres pour faire de l'électricité. Et donc, on a aussi un mix en énergie finale. Et là aussi, les produits pétroliers sont à la première place avec presque 50% du mix de la Belgique. Tout ça pour dire qu'en fait, en Belgique, on utilise en énergie finale 3/4 d'énergie fossile et donc des énergies qui ont des émissions de CO2 quand on les utilise. Alors, pour donner un peu le contexte au niveau mondial, depuis l'accord de Paris en 2015, les différentes nations se sont engagées à tout faire pour mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, voire même 1,5 degré. Concrètement, ça veut dire qu'on doit viser d'avoir une trajectoire qui nous mène à la neutralité carbone à l'horizon 2050. On parle aussi de zéro émission nette. Ça veut dire qu'à l'horizon 2050, on devra avoir diminué extrêmement fort les émissions de gaz à effet de serre et ce qu'on n'aura pas réussi à diminuer, il faudra qu'elles soient absorbées par des systèmes. Ça signifie très concrètement qu'il faut diminuer très fort l'utilisation d'énergie fossile. Quand on parle de voitures, ben là, on est en plein dans un secteur qui carbure à l'énergie fossile, au pétrole et au carburant. Et donc, une des solutions pour plusieurs secteurs, notamment les transports, ça va être de passer à l'électrification. Quand on passe à l'électrification, en fait, on va avoir des efficacités qui sont beaucoup plus fortes. Et si ce sont des énergies bas carbone, des sources d'électricité bas carbone, on a beaucoup moins de gaz à effet de serre. C'est bon pour la mobilité, c'est valable également pour le résidentiel, les bureaux, tout ce qui est chauffage, mais aussi pour l'industrie. Et donc là, on aura quelque part une compétition entre différents domaines pour avoir suffisamment d'électricité. Au niveau des véhicules, on commence à avoir des échéances. En Europe, on a décidé d'interdire la vente de voitures thermiques, diesel, essence, neuves, à partir de 2035. Et c'est vrai qu'au niveau européen, les voitures et les camionnettes, c'est 15% des émissions de CO2. Donc, c'est vrai que c'est pas négligeable. En Belgique, on n'en est pas encore à des calories d'interdiction, mais il y a déjà un signal fort qui est donné avec les voitures de société qui représentent un bon 10% du parc automobile, où en fait les déductions fiscales ne vont plus être possibles à plein que pour les vrais électriques, 100% électriques, et donc pas pour les hybrides rechargeables. Et donc, ça va donner un signal très fort sur toute une partie du parc automobile qui va impacter la suite. Euh,
on peut critiquer évidemment les voitures de société, mais dans ce cas-ci, ça va permettre d'accélérer un peu la cadence, parce qu'évidemment, on en parlera largement, mais les voitures électriques sont très chères et donc les particuliers en général ne sont pas encore amenés à acheter vraiment des voitures électriques pour leur propre compte. On parle beaucoup de climat et dans plein d'études qui s'intéressent à la voiture électrique, on documente très bien les émissions de gaz à effet de serre. On rappelle quand même qu'à côté du climat, en plus du climat, en parallèle, il y a évidemment des enjeux de biodiversité, il y a des enjeux de pollution, de toxicité des écosystèmes, des pollutions pour des toxicités sur la santé humaine. Il y a des questions de consommation de ressources. Et donc, on doit essayer d'avoir une vision globale, évidemment, des différents choix. Du coup, les questions qu'on se pose par rapport à ça, assez légitimes, évidemment, c'est est-ce qu'une voiture écologique est vraiment... Est-ce qu'une voiture électrique, je vais arrêter de faire la confusion, est-ce qu'une voiture électrique est vraiment plus écologique qu'une voiture thermique? Est-ce que nous aurons assez de métaux et d'électricité pour pour fabriquer ces voitures et les alimenter en énergie? Et puis, à quelles conditions est-ce que ces voitures électriques pourraient être plus ou moins durables? Quand on regarde les publicités pour des voitures électriques, on a souvent ce genre de vision. C'est la vision zéro. C'est l'idée qu'on va quelque part avoir zéro impact. Alors, ce zéro, il vient simplement du fait que les voitures électriques n'ont pas de pot d'échappement. Donc, effectivement, il n'y a pas d'émission directe quand on roule, il n'y a pas de combustion. Mais pour vérifier, pour estimer si un objet est écologique ou non, on doit s'intéresser vraiment à l'ensemble des étapes de son cycle de vie. Pour une voiture, on va s'intéresser à la fois à sa fabrication, à l'extraction des métaux et des objets, des matériaux qu'il faut pour la fabriquer. On va s'intéresser à l'utilisation. On va aussi s'intéresser à la fin de vie. Et évidemment, une voiture, une fois qu'elle est fabriquée, elle doit rouler. Donc, on va s'intéresser aussi au carburant. Et si c'est une voiture électrique, on va s'intéresser à l'électricité, aux conditions de fabrication de cette électricité. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la plupart des études? Eh bien, ça donne quelque chose comme ceci. On va donc comparer les émissions de gaz à effet de serre du berceau à la tombe, donc en comptant la fabrication, l'utilisation et même le recyclage. Et on va regarder sur 150, 200, 250 000 km, ça dépend des hypothèses, finalement, un véhicule, qu'est-ce qu'il va avoir comme émission? Alors, c'est ce qu'on voit ici, avec différents types de véhicules. On a ici, pour commencer à gauche, un véhicule à essence. En bleu, c'est la partie fabrication du véhicule. Et donc, c'est ce qu'on a ici, fabrication du véhicule. On voit que pour un véhicule essence, on a cette fabrication ici. Et ensuite, on a les émissions qui vont être provoquées pour fabriquer le carburant et aussi quand on va brûler le carburant. Et donc, on arrive à cette quantité-ci. En fait, en général, on fait un inventaire de toutes les émissions, de toutes les étapes, et on arrive, par exemple, pour une voiture thermique, à 60 tonnes de CO2. Après, on divise par le nombre de kilomètres de l'hypothèse, et on arrive à des émissions par kilomètre. C'est comme ça qu'ici, par exemple, pour cette voiture à essence, on arrive à 250 grammes par kilomètre. Si on regarde ensuite une voiture électrique, eh bien, on a toujours une partie production de la voiture, donc c'est toujours en bleu, mais on doit aussi produire la batterie, et ça, c'est le bleu clair qui apparaît en dessous. Et donc, on voit déjà avec ce premier bâton que la fabrication de la batterie d'une voiture électrique, finalement, est aussi impactante que le reste du véhicule. Et donc, globalement, fabriquer une voiture électrique, on voit ici les bleus plus bleus, ça va émettre 2 fois plus de tonnes de CO2 que fabriquer un véhicule essence. Ensuite, la voiture électrique va rouler. Et donc ici, on a pris le pire cas. On a pris un cas où elle roule en Pologne, où on fait de l'électricité avec du charbon. Et donc, on aura des émissions assez importantes avec ce véhicule électrique, puisqu'il faut fabriquer l'électricité. Et on arrive ici à peu près à 150 grammes par kilomètre. Alors, dans cette étude que j'ai choisie, parce qu'il y a notamment la Belgique qui était reprise dedans,
on voit que même avec le pire cas, où on a des batteries qui sont fabriquées en Chine et un véhicule qui roule en Pologne, eh bien, on a déjà un tiers d'émissions en moins par rapport à un véhicule à essence. Et donc, la fabrication des véhicules, de la batterie va jouer un impact, mais aussi le mix électrique sur lequel que l'on va utiliser. Et donc, on voit que quand on a, par exemple, le mix de la Belgique avec une partie nucléaire, mais aussi du gaz, eh bien, en moyenne, on va diviser les émissions de gaz à effet de serre par 2,5 sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule. Si on va dans des pays qui ont encore une électricité plus décarbonée, comme en France ou en Suède, on va carrément diviser les émissions par 5. Ici, c'est un exemple d'étude et on peut dire que toutes les études arrivent à la conclusion que le véhicule électrique, sur son cycle de vie, est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que le véhicule thermique. Et donc là, c'est quelque chose qui est très clair. La question va être aussi quels sont qu'est-ce qu'il va faire qui va être plus ou moins émetteur que le véhicule thermique. Et donc, on va pouvoir affiner finalement ces chiffres-là parce qu'ici, on prend évidemment des moyennes et tous les véhicules n'ont pas les mêmes émissions. Alors ici, je prends une étude toute récente qui a été publiée par Evias le mois passé, avec le même principe. On a chaque fois cette fois-ci, trois types de véhicules. Un véhicule électrique à batterie, un véhicule à essence, un véhicule diesel, des émissions en grammes par kilomètre, la fabrication du véhicule, ici c'est en vert, et la fabrication de la voiture, ici c'est de la batterie, pardon, ici c'est en rouge. En gris, on a les émissions dues au fonctionnement, à la combustion des carburants. Ce qu'on voit ici, c'est que donc, on confirme que la voiture électrique va avoir beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre que les véhicules thermiques, essence ou diesel. Mais on voit aussi que si on prend des véhicules avec une batterie plus grande, cet impact-là va significativement augmenter l'impact global de la voiture électrique. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici dans l'axe horizontal. On a différents segments de voitures, c'est-à-dire des voitures qui correspondent à différents gabarits et qui ont un certain poids. On voit que le poids va en augmentant. Donc, on a des segments A, B, C, D. Et puis, on a des voitures qui sont surélevées, qui ont des caractéristiques de crossover, qu'on appelle des SUV. Et dans les SUV, il y a aussi des petits SUV, des gros SUV, des très gros SUV. Ce qu'on voit avec ça, c'est que plus la voiture est lourde, plus on va avoir des émissions à la fabrication qui peuvent être importantes. Et on va avoir une batterie qui est également en général plus grande parce qu'on a envie d'avoir une autonomie suffisante. Et donc, ça va être un impact extrêmement important. C'est la taille de la batterie. On voit que dans l'étude ici de Vias, on a des batteries de 24 kWh, de 50 kWh et de 75 kWh. Donc, on est dans un rapport de 1 à 3. Et donc, logiquement, l'impact de la fabrication de la voiture, de la batterie de cette petite voiture ici, va être 3 fois moins impactant que celui de la voiture plus importante. Et donc, c'est déjà un levier très important. Ça me permet aussi de rappeler que au niveau mondial, les SUV ont de plus en plus de succès. Donc, en fait, on remarque qu'on a des véhicules de plus en plus gros. Et donc, avant même de penser électrique, on doit infléchir cette courbe qui fait qu'on a des véhicules de plus en plus gros, de plus en plus lourds, de plus en plus puissants, de plus en plus menaçants aussi, parce qu'ils ont vraiment des faces assez imposantes. Et donc, à côté de l'électrification, il faudra aussi évidemment répondre à ce genre d'enjeux. À votre avis, quel est le modèle de voiture électrique qui a été le plus vendu en 2022? Est-ce que ce serait la Tesla Model 3? Est-ce que ce serait la Tesla Model Y? Ce serait une petite chinoise plutôt? Ou bien ce serait la Nissan Leaf? À votre avis, quel est le best-seller en électrique en 2022?
Alors évidemment, ce n'est pas une question évidente. On a quelques A et quelques C. Et la bonne réponse, c'était le B. Alors en fait, le B, c'est un modèle SUV. Et donc, ça correspond à la tendance globale du marché de l'automobile. Et donc, on peut déjà approcher que c'est pas la bonne tendance, justement, si on est en train de remplacer des véhicules qui sont trop gros par des correspondants électriques. Et donc, si on regarde les 10 modèles les plus vendus dans le monde, eh bien, on voit que sur les 10 premiers, on a des véhicules assez imposants. La première électrique se place en troisième position. Ça indique également qu'il y a une certaine tendance quand même à passer à l'électrique. Cette tendance va surtout s'accélérer avec la Chine, qui va produire des voitures plus petites et moins chères, et qui va aussi absorber une partie du marché. Donc, on peut dire que l'électrification est en marche. Après, il faut se poser la question, est-ce que c'est bien dans les bons segments? Est-ce que on n'est pas en train de faire des voitures électriques beaucoup trop grosses? Alors, si on élargit évidemment le spectre, parce que là, jusque-là, j'ai parlé du bilan carbone qui, dans tous les cas, est favorable, on peut aussi s'intéresser évidemment aux autres impacts. Alors ici, j'utilise une autre étude celle-ci est faite par le groupe Renault, qui compare deux de ces voitures de petits gabarits, donc une Clio et une Zoé. Et on voit deux blocs qui indiquent des évolutions. Le bloc en bleu, c'est les gains de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique en France. Donc, on voit que sur les changements, sur le réchauffement climatique, c'est divisé par 3. Sur l'épuisement des ressources fossiles, ben, c'est évidemment beaucoup moins aussi. Par contre, il y a euh, un plus grand épuisement des ressources minérales. Il y a un peu plus d'acidification et beaucoup moins de création d'ozone photochimique. Et donc, à côté de ça, on a l'impact de la même voiture avec un mix électrique européen, donc avec plus de fossiles. Là, on voit que ça reste intéressant au niveau gaz à effet de serre et au niveau ressources fossiles. Par contre, au niveau épuisement des ressources minérales, bah là, on est à plus 60%. Et au niveau acidification, qui est un des impacts qu'on peut avoir dans la fabrication, là, on augmente de 71%. Alors, c'est pour bien montrer que il y a certains impacts qui sont beaucoup plus importants avec la voiture électrique qu'avec la voiture thermique, mais qu'on les aborde assez peu en réalité. Et dans les différentes études, ce qu'on met en avant, c'est souvent le CO2. Alors, il y a une étude de 2022 qui est pas mal parce qu'ils ont créé un simulateur qui permet de comparer euh, tous les aspects environnementaux d'une voiture thermique avec une voiture électrique. Et là, on peut voir poste par poste quels sont les impacts qui sont beaucoup plus importants pour l'électrique. Mais d'une manière globale, donc, cet impact va beaucoup se concentrer au niveau de la batterie. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que la batterie a tellement d'impact? Eh bien, c'est parce que la batterie, elle est composée d'une série de métaux qui, euh, qui, euh, qui vont devoir être extraits dans des mines, ou bien si c'est du lithium, c'est une partie dans des salars. Et on va avoir une utilisation beaucoup plus importante de métaux. On considère qu'une voiture électrique va utiliser 200 kg de métaux en plus qu'une voiture thermique. Et parmi ces métaux, il y a certains métaux qui sont plus ou moins problématiques. Alors, ce qu'on va toujours trouver dans une batterie de voiture électrique, c'est du lithium qui sert d'électrolyte. On va trouver du graphite qui sert à l'anode. Et on va trouver différentes chimies pour la cathode. Et donc, on a souvent, la plupart des batteries, ce sont des batteries qu'on appelle NMC, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt. Et dans ces batteries NMC, on a une évolution vers des batteries qui contiennent plus de nickel et moins de cobalt. Donc, au début, on avait des batteries qui avaient un tiers de cobalt, un tiers de nickel, un tiers de manganèse.
Après, on a fait des batteries qui avaient 60% de nickel, 20% de cobalt, 20% de manganèse. Et maintenant, on va de plus en plus avoir des NMC qui ont 80% de nickel, 5% de cobalt, 5% de manganèse. Et donc, on voit que dans cette évolution-là, on va utiliser de moins en moins de cobalt. Ce qui est intéressant par rapport à la disponibilité des ressources et par rapport aux impacts qu'il peut y avoir sur ce métal. Pour tous ces métaux, il y a des impacts qui sont liés aux activités minières. Donc, quand on parle d'activité minière, c'est donc avoir de l'extraction dans des mines avec des engins gigantesques qui ne fonctionnent pas avec du vent ou du soleil. Hein. Donc, c'est vraiment des gros engins qui fonctionnent avec de l'énergie fossile. Donc, il y a un très gros lien entre activité minière et énergie fossile. Il faut souvent beaucoup d'énergie pour extraire ces matériaux. Une fois qu'on a extrait les matériaux, donc la roche, on doit la broyer, ça va consommer de l'énergie, on doit chauffer si on veut séparer certains métaux, on doit utiliser de la chimie, et donc on va avoir énormément de pollution qui vont être générées autour des mines, et donc ça va impacter directement les populations qui habitent dans ces coins-là. Au niveau européen et américain, on a quelque part, on n'est plus tellement habitué aux activités minières parce qu'on a beaucoup délocalisé. Et donc, ça nous fait dire, enfin, ça fait dire en fait à beaucoup de gens qu'on a quelque part une délocalisation de la pollution, puisque les gains qu'on pourrait avoir ici en roulant avec de l'électrique, ben, en fait, quelque part, il y a des impacts supplémentaires ailleurs. Et donc, il y a toute une série d'enjeux par rapport à ces activités minières. Évidemment, ces mines ne sont pas dédiées exclusivement aux batteries des voitures électriques, mais étant donné qu'on veut électrifier, ben, on va augmenter les quantités, et donc ça va quand même faire une pression importante sur ces ressources. Juste une question par rapport à la criticité, parce que c'est quelque chose qu'on demande souvent, c'est est-ce qu'on aura assez de ressources pour les batteries? Et il y a un institut en France qui a fait tourner un modèle en se disant, si on respecte l'accord de Paris avec les 2 degrés, qu'est-ce que ça va signifier par rapport à la pression sur les ressources à l'horizon 2050? Et donc, ce qu'on a ici, c'est le résultat de cette modélisation que je simplifie ici très fort. On voit que si on met en œuvre ces différentes politiques, notamment l'électrification des véhicules, eh bien, en 2050, on aura consommé 30% des ressources. Donc, on considère que la criticité sur le lithium est faible. Par contre, si on parle de nickel, là, on aura consommé 60% des ressources. Ça devient une criticité moyenne. Sur le cuivre, parce qu'on ne pense pas toujours au cuivre, mais il est assez incontournable dans l'électrification. Et là, on pourrait arriver à des utilisations massives des ressources en cuivre jusqu'à 90%. Si on parle de cobalt, on est à 83%. Si on parle de l'aluminium, qui est un des métaux les plus utilisés derrière le fer, on est à 64 à presque 90% des ressources. Si on parle des terres rares, là, il n'y a pas il y a absolument pas de criticité. Là, il y en a abondamment. On utiliserait seulement 4% des ressources. Donc, au niveau criticité, ça dépend des métaux. Il y en a certains où il va y avoir des tensions au niveau à la fois des capacités de production, mais aussi des prix et finalement de quels usages on veut en faire. Et alors, quelque chose qui est aussi très important par rapport aux métaux, c'est qu'en fait, quand on regarde quels sont les principaux pays raffineurs qui vont utiliser les métaux, et on se rend compte qu'il y a une domination chinoise sur à peu près tous les métaux. Et donc, dans les stratégies pour développer les batteries, il y a beaucoup des objectifs de relocaliser une partie de la production, d'être un peu moins dépendant de la Chine. Et donc, ça va également jouer sur finalement ce qu'on va mettre en place pour développer ces usines à batterie. On peut un peu détailler sur quels sont les leviers qu'on peut, au niveau industriel, utiliser pour diminuer l'impact carbone des batteries.
Alors, une partie des leviers, c'est de relocaliser des mines. On parle, par exemple, de mines de lithium en France, on parle de mines de cobalt en Finlande. Et donc, ça permettra d'être un peu moins dépendant, peut-être de maîtriser un peu mieux certains impacts avec une législation qui peut être plus stricte. Et ça permet aussi de rapprocher finalement le consommateur de la production, de se rendre compte que c'est pas magique, que faire ces objets, ben, il y a une très grande matérialité derrière. Au niveau de la chimie des batteries, il y a différentes possibilités pour utiliser encore moins de cobalt. Donc, il y a notamment des batteries qui vont utiliser du lithium et du fer et du phosphate. C'est la deuxième chimie qui est utilisée pour le moment. Donc, il y a déjà des voitures qui roulent avec cette chimie-là. Ça permet de ne pas être trop dépendant d'une matière. Et il y a également des développements de batteries HLM. Donc, ce sont des batteries qui ont beaucoup de lithium et qui seraient plus facilement recyclables. Donc, là-dessus, il y a quand même des recherches qui se font pour encore améliorer, diminuer l'impact des fabrications de ces batteries et donc des investissements massifs qui se font au niveau européen, américain. Donc, une fois qu'on a les métaux, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, on a aussi, il faut assembler ces batteries. Donc, on peut calculer que si on assemble des batteries en Europe plutôt qu'en Chine, parce qu'on a une électricité qui est moins dépendante du charbon en moyenne, bien, on peut diviser l'impact carbone d'une batterie par deux. Donc là, on parle de 125 grammes par kilowattheure. Donc, si on prend une batterie de 50 kilowattheures, ça fait 2,5 tonnes d'économiser. On voit que c'est quand même un levier important. Il y a la question de qu'est-ce qu'on va faire comme batterie. Si on fait des très grosses batteries, ben, on aura plus d'impact. Si on fait des batteries raisonnables, l'ADEME recommande de ne pas dépasser 60 kWh. Ben, les impacts vont être, on va dire, plus limités. Et donc là, ça va aussi dépendre évidemment des consommateurs, puisqu'à un moment, quand on veut acheter une voiture électrique, ça peut être un critère qu'on va utiliser. Quelle batterie et quelle autonomie ai-je besoin pour le véhicule électrique? Une fois que la batterie est hors d'usage, en fait, elle n'est pas vraiment hors d'usage. Elle va perdre sa capacité lentement au cours du temps. Mais au cours du temps, c'est quand même des longues années, hein. En général, les batteries sont garanties 8 ans. Et donc, après 8 ans, elles ne sont pas du tout HS, simplement, elles sont plus sous garantie, mais elles peuvent encore rouler encore beaucoup de kilomètres. Et donc, à un moment, ce qui se passe, c'est que leur perte de capacité va devenir trop importante et donc elles ne pourront plus être chargées à plus de 80% et elles ne seront plus assez performantes pour être utilisées dans des voitures. Donc là, on peut les réutiliser comme stockage stationnaire, donc pour du photovoltaïque, de l'énergie renouvelable. Et donc, c'est quelque chose qui se fait déjà maintenant, hein, mais qui va encore être développé. C'est prolonger finalement la durée de vie de ces batteries qui vont encore rendre des services pendant des années. Et une fois que les batteries sont complètement HS et qu'on ne sait plus rien en faire, à ce moment-là, intervient le recyclage pour récupérer une partie des métaux, puisque le recyclage va être également une des stratégies qu'on va pouvoir utiliser pour être moins dépendant des matières premières, mais ça va aussi permettre d'utiliser beaucoup moins d'énergie et donc, évidemment, de réduire l'impact à ce niveau-là. Ici, il y a deux exemples concrets par rapport à ce que je viens de vous dire. Ici, à gauche, c'est une entreprise qui veut installer une usine de production de batteries à Senef. Et donc, pour donner une idée de ce que ça représente, c'est une usine qui veut fabriquer jusqu'à 3 gigawattheures de batteries par an et à peu près 100 000 batteries. Quand on fait le ratio, ben, on voit que c'est à peu près 30 kWh par batterie. Là, on est bon. Ce sont des batteries pas trop grandes. Et en plus, ce sont des batteries LFP qui n'ont pas de cobalt. Donc, a priori, c'est pas mal. Sauf si ce sont des batteries qui vont être utilisées pour des véhicules hybrides rechargeables. À ce moment-là, on pourra tempérer les ardeurs. Une autre initiative, ici, c'est celle du groupe Umicore, qui est un des champions du recyclage et qui est belge, qui veut développer donc, ces fameuses batteries HLM
et avec un avantage également qui pourrait être à bas prix, parce que un des gros enjeux de la voiture électrique, c'est son prix. Le prix des batteries qui a déjà beaucoup diminué, mais avec les crises qu'on a eues de guerre et autres, on a des prix qui sont un peu remontés. Et donc, on voit que pour les particuliers, des batteries, des voitures accessibles, ça n'arrive pas tout de suite. Et donc, ce genre d'initiative avec une batterie qui serait moins chère, permettrait d'avoir des véhicules plus accessibles. Alors, par rapport aux consommateurs, on a cette question de finalement, quelle capacité de batterie est-ce que j'ai besoin et quelles sont les possibilités pour recharger. Eh bien, donc on va conseiller de faire un maximum de choisir au maximum des batteries raisonnables. Raisonnables, c'est-à-dire 40 à 60 kWh. Alors, ça signifie quoi en matière d'autonomie? Bien, ça dépend évidemment de la consommation du véhicule. Donc, on va essayer d'avoir des véhicules qui soient efficaces, qui ne soient pas extrêmement lourds, qui soient bien profilés. Et si on prend une batterie de 40 kWh, on peut avoir une autonomie de 300 km, ce qui est déjà pas mal. Si on monte jusqu'à 60 kWh, on peut monter jusqu'à 450 km d'autonomie. Donc, on arrive quand même à des autonomies qui peuvent être confortables, surtout quand on sait que la très grosse majorité des trajets, en fait, ils font moins que 100 km, disons qu'on se déplace moins que 100 km sur une journée. Et donc, en fait, on surestime souvent disons qu'il y a une très grosse crainte par rapport à l'autonomie et du coup, beaucoup de consommateurs se disent mais il me faut une très grosse autonomie parce que sinon je risque de tomber en panne. Mais par rapport aux utilisations quotidiennes, en fait, c'est une crainte qui n'a pas lieu d'être. Alors, il y a la question des vacances, évidemment. Là, avec une autonomie de 300 km, ben, si on doit faire 1000 km, il faudra s'arrêter plusieurs fois. Mais ce n'est pas très grave parce que sur les autoroutes, ben, il y a des bornes de charge rapides. Et en fait, on voit que à l'usage, en 30 minutes, on peut charger, on peut récupérer 300 ou même plus de kilomètres d'autonomie. Et donc, en fait, c'est pas un vrai frein. Par rapport aux possibilités de recharge, la question qu'on demande souvent, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une borne domestique? Est-ce qu'on peut recharger sur une prise normale? Quels sont les différents avantages, inconvénients? Alors, ici, il y a deux parties. On a ici les trois premières, ce sont des solutions de recharge domestique. Alors, on peut très bien recharger sur une prise normale. Ce n'est pas du tout un problème. Disons qu'on peut le faire, mais ça ne va pas aller très vite parce que si vous regardez sur une prise normale, si par exemple vous regardez un multiprise et la puissance maximale qu'on peut utiliser sur un multiprise, on voit que c'est 3500 watts. Et donc, ça, c'est une puissance qui, quelque part, est disponible sur chaque prise de la maison. Pour charger la batterie, on ne pourra pas utiliser 3500 watts parce que c'est une puissance qu'on va utiliser pendant de longues heures. Donc, ce serait trop risqué pour l'installation. Du coup, la puissance de recharge va être limitée à 2,3 kW. Et donc, ça permet de recharger, si on parle d'une batterie de 40 kWh, mais il faudrait presque 20 heures pour recharger cette batterie. Alors, de nouveau, ça paraît énorme, mais en réalité, on ne recharge pas tous les jours la batterie de 0 à 100, de la charger de X à 80. Et donc, ce n'est pas grave si ça prend un certain temps, en fonction des kilomètres, peut-être que la charger la nuit, c'est suffisant, on n'a pas besoin de quelque chose de spécial. On a juste utilisé un câble qui permet de bien gérer la charge. Et donc, c'est un câble spécial qui est normalement disponible avec le véhicule. On peut quand même avoir envie de charger plus vite. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir une prise domestique renforcée. Et donc, ça, c'est une prise qui va être dédiée à la voiture électrique, qui va en fait permettre une puissance plus grande. Hein. Et donc, il y aura un fusible derrière de 20 ampères. On va quand même limiter la puissance à 3,7 kW. Et donc, ça permet de charger plus vite qu'avec une prise classique. Au niveau du coût,
on est à moins de 500 € pour renforcer une prise domestique, donc c'est tout à fait accessible. Et en plus, il y a des réductions d'impôts. Si on veut une borne domestique, alors là, c'est un investissement plus grand. Et là, en réalité, les bornes domestiques, c'est pour avoir encore plus de puissance. Donc, on va pouvoir charger 3 fois plus vite qu'avec la prise standard, ce qui peut être appréciable, mais de nouveau, il faut voir si c'est vraiment nécessaire. Ça va très fort dépendre du profil de consommation, du nombre de kilomètres qu'on fait tous les jours. Et donc, en fait, la plupart des recharges se font à domicile, sauf évidemment si on dispose de bornes de recharge et de solutions de recharge sur son lieu de travail, avec parfois des conditions avantageuses. À ce moment-là, évidemment, on aura intérêt à recharger sur son lieu de travail. Et puis alors, les bornes de recharge publiques, celles-là, on voit, elles vont être beaucoup plus puissantes parce qu'évidemment, on ne va pas laisser sa voiture 20 heures ou 10 heures à une borne de recharge. Donc, on a une puissance beaucoup plus forte. Elles vont utiliser du courant continu et le coût au kilowattheure est aussi beaucoup plus cher. Et donc là, ce sont des bornes qu'on va réserver à certains usages. Ça tombe bien aussi parce que pour la batterie, pour la garder longtemps, eh bien, on essaie d'éviter de trop utiliser les grosses puissances. Alors, quelque chose d'important par rapport à cette question de puissance et de vitesse de recharge pour les batteries, pour les bornes de recharge publiques. Parfois, on a du mal à comprendre à quelle vitesse on recharge sa voiture parce qu'on se dit si on prend une borne très rapide, bah, ça devrait être rechargé très vite. Et en fait, oui, il y a une question de puissance de la borne de recharge. Donc ici, par exemple, on a une borne de recharge qui fait 50 kilowatts. Et donc, si on prend cette voiture, qu'on la met à charger, elle est presque vide, eh ben, elle va charger presque jusqu'à 80% avec cette puissance, en augmentant jusqu'à 50 kilowatts. Donc, elle va utiliser la puissance de la borne entièrement pendant 80% de la charge. Et une fois qu'on arrive à 80%, là, c'est un peu comme quand on remplit une bouteille d'eau. Au début, on va remplir avec un gros débit, et puis quand on arrive au bout, on va diminuer pour ne pas déborder. Eh bien, avec la batterie, c'est pareil. Après 80%, l'électronique limite la puissance de charge pour qu'il n'y ait pas de détérioration de la batterie. Et donc, au-delà de 80%, ça devient très lent. Et sur les bornes publiques, comme le prix est également lié à la durée de charge, eh ben on n'a pas intérêt à laisser traîner sa voiture chargée jusqu'au bout. Du coup, ici, on a une borne beaucoup plus puissante. On est à 175 kilowatts. Et pourtant, on voit que la puissance, cette fois-ci, est limitée à 70 kilowatts. On voit qu'on ne monte pas au-dessus. Et donc, ça, c'est parce que au niveau de la voiture, il y a un chargeur qui a également une puissance maximale. Et donc, par exemple, sur ce modèle, la puissance maximale que le chargeur peut accepter, c'est 70 kilowatts. Du coup, la borne, même si elle pourrait charger à 175 kilowatts, eh bien, elle ne va charger qu'à 70 kilowatts maximum. Et puis, autour de 80%, ça va également très fort diminuer pour finalement arriver à une puissance beaucoup plus faible. Donc, ça, c'est un élément important à avoir en tête quand on achète une voiture électrique. Donc, il y a la capacité de la batterie et il y a également la vitesse à laquelle on peut la recharger. De nouveau, ça va très, très fort dépendre des profils. Imaginons qu'on ait un taxi électrique. Là, peut-être qu'on doit recharger beaucoup plus souvent et que la question de puissance de recharge est beaucoup plus impactante dans l'utilisation quotidienne et qu'on va opter pour un véhicule qui va accepter une plus grosse puissance de recharge. Ceci m'amène à parler du prix, parce qu'évidemment, ça on le constate assez facilement, les prix des voitures électriques sont beaucoup plus élevés que les prix des voitures diesel et essence. Et donc, c'est l'exemple qu'on a ici. Pour la voiture électrique, on est à 45-46 000 euros. Bon, les voitures diesel essence auxquelles on compare ça ne sont pas très bon marché non plus, mais la voiture électrique est effectivement plus chère que ses concurrentes. Alors, pour évaluer finalement la rentabilité ou le coût d'un véhicule,
on doit s'intéresser à l'ensemble des coûts. Alors, par rapport à ça, on va notamment déduire la valeur de revente, parce qu'évidemment, si vous achetez une voiture 100 et que vous la revendez à 50, il y a 50 qui restent, qui reviennent dans votre poche. Et donc, on va tenir compte de cette valeur de revente, donc, qui est ici en négatif, qui va diminuer le coût global. On va tenir compte des carburants, donc de l'électricité ici pour une voiture électrique, du diesel et de l'essence. Et on va tenir compte des différents autres coûts, une assurance qui pour l'électrique peut être plus importante, un entretien qui pour l'électrique est beaucoup moins fréquent parce qu'il n'y a pas besoin de faire de vidange, il y a beaucoup moins de pièces en mouvement, mais qui peut être quand même, coûteux, donc là-dessus il n'y a pas beaucoup de gains. Et alors il y a la fiscalité où au niveau de l'électrique, on a des très faibles taxes de circulation, de mise en circulation, mais ça ne joue pas énormément sur le prix global. Et donc, quand on fait le tout, dans cet exemple-ci, eh bien, on voit que la voiture électrique peut revenir moins cher que les voitures thermiques. Ici, c'est en prenant l'utilisation sur 9 ans ou 135 000 km. Si on ramène ça à un coût par mois, bah, dans l'exemple, la voiture électrique est juste un peu moins chère. Mais évidemment, dans cet exemple-ci, dans ce calcul qui était présenté dans l'étude de Vias, on a quand même des voitures assez chères qui sont sans doute plus des voitures, type de voitures de société. Si on regarde plutôt au niveau d'un particulier, on va avoir des voitures qui vont rarement être en dessous de 25 000 euros. Pour le moment, la voiture la plus abordable, c'est ici une petite Dacia, autour de 20 000 euros, qui est très simple, qui a des petites roues, qui ne va pas très vite, donc qui ne va peut-être pas convenir à tout le monde. Mais donc, on attend encore que la voiture électrique se démocratise vraiment. Alors ici, on a quand même un petit problème, c'est qu'en fait, les voitures européennes, si on prend notamment les voitures allemandes, en général, elles sont c'est plutôt des grandes voitures. Et les voitures qui vont arriver plus dans les segments plus petits, c'est plutôt des voitures chinoises. Et donc, pour l'Europe et pour le reste du monde, il y a un enjeu de ne pas se laisser damer le pion par les voitures chinoises qui elles, visent justement ce segment-là. Alors, vous savez peut-être qu'en Belgique, on doit afficher les prix des carburants par 100 km. Ça permet de comparer les différentes motorisations. Ce que l'on peut dire, c'est qu'actuellement, on a un prix d'électricité qui est très élevé, hein. Avant la crise, on était à 25 centimes. Là, ça fait des mois et des mois qu'on est à 50 centimes ou plus. Et donc, évidemment, ce facteur-là va être assez important par rapport au coût du véhicule. Si on a des panneaux photovoltaïques, si on a la chance de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques, là, évidemment, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Mais on voit que par rapport aux autres solutions, on est à peu près dans les mêmes niveaux, avec quand même des prix plus chers pour l'essence et un peu pour le diesel. Et en fait, il n'y a que l'LPG finalement, quand on regarde ces différentes solutions qui peuvent être moins chères, mais LPG, c'est dérivé du pétrole, donc on reste dans le fossile. Voilà pour le coup. Alors, pour répondre de manière globale à la question de départ écologique ou pas écologique, c'est intéressant de remettre la voiture dans le système mobilité. Et en fait, on peut se dire, mais finalement, quels sont les problèmes de mobilité qu'on a actuellement et qui sont beaucoup attribués à la voiture? On en a plein. On a des questions d'embouteillage, parce qu'il y a trop de voitures, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont... il y a beaucoup d'autosolisme, beaucoup de voitures, il y a juste une personne dedans. Il y a des véhicules qui sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds, qui occupent beaucoup d'espace, à la fois pour les routes, pour les parkings, et donc à la fois en stationnement et en roulant, et qui laisse moins d'espace pour les autres occupants. Il y a une surutilisation des voitures, c'est-à-dire que même pour des plus petits trajets, on va quand même prendre sa voiture peut-être de manière préférentielle ou par défaut. Et il y a une étude assez récente qui montre que 40% des Belges
habitent à moins de 10% de leur lieu de travail. Donc, ce sont des distances sur lesquelles le vélo serait beaucoup plus, serait tout à fait crédible et beaucoup plus adéquat, évidemment. Il y a des grosses questions de sécurité routière, notamment autour des écoles, parce que tout le monde vient déposer ses enfants avec son gros véhicule. Et les problèmes classiques de bruit, d'émissions de CO2 dues au carburant, l'émission de polluants dues au carburant également, notamment les fameux NOx, les particules, également des particules qui sont dues à l'usure des freins et des pneus. Et donc, on répond à tous ces enjeux au niveau des voitures. La question, c'est est-ce que la voiture électrique répond à ça? En partie. À basse vitesse, au niveau du bruit, effectivement, elle va faire moins de bruit. Elle ne va pas avoir d'émissions de CO2 à l'utilisation. Et globalement, on peut dire que les émissions sont diminuées sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, ça répond quand même à cet enjeu-là. Ça répond à l'enjeu de l'émission de polluants en roulant, donc notamment à la question des pollutions dans les villes. Ça peut être un aspect positif. Maintenant, il y a cette utilisation beaucoup plus importante de ressources minières avec les pollutions qui y sont liées. Mais donc là, ça passe vraiment par une maîtrise de la taille des batteries et être assez raisonnable par rapport à ça. Et sur tout le reste, les problèmes restent exactement les mêmes. Donc là, si on remplace une grosse voiture par une grosse voiture, ça ne va arranger aucun des autres aspects. Une petite question pour vous. À votre avis, combien de vélos électriques peut-on équiper avec une capacité de batterie de 100 kWh? 100 kWh, c'est par exemple ce qu'on a dans une grosse Tesla type modèle S. Est-ce qu'on peut en équiper 50, 250, 500 ou bien 1000 vélos? À votre avis? Alors, on a beaucoup de B, de B, de B. Ça, c'est pas mal. C'est exactement la bonne réponse. Donc, en fait, c'est quelque part poser la question autrement. On va fabriquer des batteries parce que l'électrification peut être intéressante. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on va allouer ces ressources? On peut, avec 100 kWh, alimenter un pick-up ou une grosse voiture électrique. On peut aussi alimenter 2 citadines. Et donc, quelque part, on aura déjà résolu, divisé les problèmes par deux. Et on peut aussi équiper des véhicules qu'on va appeler véhicules intermédiaires, qui ne vont pas être aussi imposants, aussi lourds qu'une voiture, mais qui vont peut-être permettre à certaines catégories de la population qui n'ont peut-être pas l'envie ou la possibilité de rouler à vélo, de pouvoir se déplacer quand même sans devoir faire appel à la grosse voiture. Et par rapport au vélo, là, si on considère qu'une batterie de vélo électrique, c'est un demi-kilowattheure ou 0,4 kWh, ça nous fait 250 vélos qui peuvent être équipés par cette capacité-là. Ça permet de montrer ceci, c'est que la voiture électrique, quelque part, par rapport au véhicule thermique, c'est une grosse amélioration, c'est une bonne option, on peut dire, ce qu'on voit ici, si on compare la voiture thermique par rapport à la voiture électrique. Mais si on compare la voiture électrique par rapport à d'autres solutions, comme la petite voiturette électrique, le speed pedelec, le vélo à assistance électrique ou le bon vieux vélo, là, forcément, c'est la pire des solutions. Et donc, c'est là qu'on doit avoir une réflexion vraiment globale sur quel système de mobilité on veut avoir. Et donc, en fait, on a ce schéma qui montre une équation assez simple. C'est qu'en fait, le CO2, c'est le facteur d'une demande de transport, d'un report modal, d'un taux de remplissage, de l'efficacité énergétique des véhicules et d'une intensité carbone de l'énergie. Là-dedans, donc par exemple, la demande de transport, ça va être à quelle distance on habite de son lieu de travail, à quelle distance on habite des loisirs. Donc, on va parler pour une série de facteurs de sobriété, c'est-à-dire qu'on va, en fonction des choix de société qu'on fait, avoir besoin de plus ou de moins de voitures, quelles que soient les motorisations qu'on choisisse. Une question de report modal, donc d'avoir une partie des déplacements qui se font sans voiture,
l'autodremplissage avec des voitures qui sont mieux remplies, et du coup, moins de voitures. Et on a une question d'efficacité énergétique des voitures. Donc là, il y a la question de la taille. On va être d'accord que si on prend une voiture qui fait 1 tonne, ben, on va avoir besoin de moins d'énergie que si elle fait 2 tonnes. Et l'électrification va répondre à cet enjeu-là au niveau efficacité. Et également, l'électrification peut répondre à la question au niveau intensité carbone de l'énergie. Donc, de nouveau, l'électrification ne répond qu'à une partie de l'équation et à la fois c'est indispensable, mais à la fois il faut absolument activer tous les autres leviers. Alors, je vais terminer par une question qui avait été posée dans vos questions préalables. Et donc, la question que je vous pose, c'est, à votre avis, quelle est la voiture la plus efficace? Avec quelle motorisation? Est-ce que c'est une voiture électrique à batterie ou bien une voiture électrique avec pile à combustible, une voiture diesel ou bien une voiture avec de l'e-carburant? À votre avis? Alors ici, on a la DA. Et c'est bien la réponse A, c'est la voiture électrique. Alors en fait, ça c'est quelque chose d'important, c'est que on a différents moyens d'utiliser l'électricité par rapport aux véhicules. Et donc, quand on utilise l'électricité avec une batterie, imaginons qu'on commence avec que j'ai 100 kWh d'électricité renouvelable parce que j'ai des panneaux solaires ou un fournisseur vert. Avec ces 100 kWh, si j'utilise une voiture électrique à batterie, bien, je vais avoir une petite perte lors du transport. Donc, je vais avoir 95% qui vont arriver jusqu'à la voiture. Pour charger la batterie, il y aura des pertes en conversion, il y aura des pertes dans le chargement. Mais on aura un très gros avantage, c'est que le moteur électrique est très efficace. Un moteur électrique, on considère que c'est 90% d'efficacité, donc il y a seulement 10% de pertes. Ça veut dire que sur toute la chaîne, mes 100 kWh vont devenir 73 kWh qui vont être disponibles pour faire rouler la voiture. Alors, ça, c'est pour la voiture à batterie. Imaginons maintenant que j'utilise plutôt une voiture avec de l'hydrogène et dans ce cas-ci, une pile à combustible. Alors, une pile à combustible, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser de l'hydrogène qu'on va combiner avec l'oxygène pour faire de l'électricité. Mais il faut produire l'hydrogène. Et donc, ici, avec de l'électricité renouvelable, on peut, par exemple, faire l'électrolyse de l'eau, parce que ça, donc on va séparer l'hydrogène de l'oxygène. On produit l'hydrogène ici. On va devoir stocker, compresser cet hydrogène, et donc là, on aura déjà une grosse perte énergétique. On n'aura plus que 52% de mes 100 kWh. Ensuite, une fois que l'hydrogène sera dans la voiture, à un moment, on va l'utiliser, donc on va refaire de l'électricité. Là, ça va également générer une grande perte. Il y a des pertes de conversion. Et heureusement, le moteur électrique est toujours aussi efficace, 90%. Tout ça pour dire qu'entre mes 100 kWh ici d'énergie renouvelable et l'énergie qui est disponible pour faire déplacer les véhicules, bien, il ne m'en reste plus que 22. Et donc, on considère que l'hydrogène pour les voitures, ou même pour différents moyens de transport, c'est très peu efficace, beaucoup moins efficace que les batteries. Et donc, c'est pour ça que c'est une option qui est prise pour les batteries, pour les voitures. On parle également beaucoup de e-fuels ou bien de e-carburants. Ce sont des carburants qu'on fait avec l'électricité, c'est pour ça qu'il y a le i devant. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est construire un carburant à partir de l'hydrogène, donc une phase d'électrolyse. On va capter du CO2 pour faire soit du méthane, donc ça c'est un carburant liquide, ou bien on va faire du CO qu'on va transformer ensuite en carburant liquide. Et donc là, on voit qu'on va avoir une très grosse perte d'énergie déjà au niveau de la fabrication du carburant. Et puis surtout, on utilise ça dans un moteur classique, un moteur thermique qui a un très mauvais rendement, donc on a 70% de perte. Et donc, si j'utilise de l'électricité pour faire des e-fuels, pour faire rouler des véhicules thermiques,
l'efficacité, ici, elle est de 13%. Donc, finalement, j'aurais perdu énormément d'énergie dans la chaîne. Et donc, ça, c'est important parce qu'on pose souvent cette question et il y a aussi des constructeurs allemands qui voudraient qu'on freine un peu sur l'électrique pour pouvoir développer des e-carburants. Mais au niveau énergétique, ce n'est pas du tout intéressant. Et donc, les e-fuels pourraient être intéressants pour l'aviation, pour des bateaux où les quantités de batteries seraient tellement énormes que ce ne serait pas une bonne solution pour ces moyens de transport-là. Mais donc, pour les voitures et même pour les camions, ce sont souvent les solutions électriques à batterie qui vont être les plus intéressantes. Alors, dernière question. Parmi les voitures les plus vendues en Europe, quelles sont les voitures les plus lourdes? Est-ce que ce sont les voitures électriques, les voitures hybrides, les hybrides rechargeables ou bien les voitures diesel, à votre avis? Ah oui, vous êtes imbattable, hein. Ce sont effectivement les voitures hybrides rechargeables, aussi appelées plug-in hybrides. Souvent, on conçoit bien que les voitures électriques sont lourdes puisqu'il y a des batteries qui font 300, 600 kilos. Mais en réalité, quand on regarde le parc automobile, ce sont les voitures hybrides rechargeables qui sont encore plus lourdes parce que souvent, ce sont des gros modèles, déjà à la base, auxquels on va ajouter un moteur électrique et des batteries et qui doivent avoir donc un poids vraiment démesuré. Et donc, par rapport à une question qu'on posait également par rapport au webinaire, est-ce que les plugins hybrides sont une solution? Alors, ça pourrait être une solution déjà à condition qu'on ne prenne pas des énormes véhicules qui font presque 2 tonnes ou plus. Et d'autre part, pour que ce soit une bonne solution, eh bien, en fait, il faut que ces véhicules-là soient utilisés au maximum en mode électrique. Et donc, à ce moment-là, on pourra avoir des émissions et des impacts qui seront réduits par rapport à ces véhicules-là. Me voici arrivé à la fin de l'exposé. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées, mais je n'ai pas pu tout prendre au vol. Du coup, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation? Merci Jonas pour cette présentation. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui souhaiteraient revisionner le webinaire, il sera disponible sur les réseaux sociaux d'EcoConso très prochainement. J'ai eu plusieurs fois la question, est-ce que ça te dérangerait de partager ta présentation, de l'envoyer par email à certaines personnes, Jonas? Non, bien sûr. Et oui, c'est quelque chose que je fais toujours. Je peux envoyer un lien pour télécharger la présentation. En effet, ça permet d'avoir les différentes sources et des liens vers les études qui sont mentionnées parce que ça permet de voir à son aise finalement les différents chiffres qui ont été présentés. Donc, avec plaisir. Évidemment, Parfait. on reste disponible après le webinaire avec le service conseil pour répondre aux différentes questions plus particulières et donc faire peut-être des calculs plus précis si la question se pose. Parfait. Bon, on peut passer aux questions. Alors, une question en lien avec le début de la présentation. Tout simplement, est-ce que les voitures essence polluent-ils plus que les véhicules diesel? Alors, c'est une très grande question et en fait, la grosse différence se situe au niveau des NOx, donc des oxydes d'azote, mais aussi des particules. Et donc, en fait, c'est facile. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un moment, il y avait des aides, des primes fédérales pour les voitures diesel parce qu'elles faisaient moins de CO2. Et puis, en fait, avec le Dieselgate et la crise de Volkswagen, on s'est rendu compte qu'en fait, ces voitures diesel émettaient beaucoup plus de NOx que ce qui était prévu. Et donc, ça a été une des causes finalement de remise en question. Et donc, à ce niveau-là, par rapport au NOx et aux particules, les diesels sont beaucoup plus polluants. D'accord. Deuxième question. Le recyclage et la récupération des batteries usagées se fait déjà aujourd'hui? Et si oui, où ça? Alors oui, ça se fait en partie par Umicore. Je pense qu'ils sont près d'Anvers.
Là-dessus, il y a une difficulté, c'est que pour qu'il y ait du recyclage, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un flux, un stock finalement de recyclage. Et donc, le problème, c'est que jusqu'à présent, il y avait relativement peu de voitures électriques, et en tout cas encore moins de voitures électriques qui sont arrivées en bout de vie avec des quantités importantes à recycler. Donc là, c'est comme pour le photovoltaïque ou d'autres systèmes qui restent en place longtemps. Et donc, avant que la filière de recyclage se développe, ben, il faut qu'il commence à y avoir de la matière à recycler. L'autre chose, je vous ai parlé de la chimie des batteries qui évolue. Et donc, ça, c'est aussi une difficulté pour le recyclage parce qu'évidemment, mettre en place une usine de recyclage, si les produits qui arrivent changent de chimie et par exemple, si tout à coup on a des batteries qui n'ont plus de cobalt, bah, ça n'a pas les mêmes processus de recyclage et donc ça va aussi être des défis à porter. Mais en tout cas, ça va se développer de manière massive parce qu'au niveau européen, il y a ce qu'on appelle, alors c'est l'Alliance des batteries qui vise à la fois à produire des batteries sur le sol européen, mais aussi à augmenter le recyclage. Et c'est aussi une façon d'être moins dépendant de l'extérieur, mais aussi de récupérer ces matières qui sont extrêmement précieuses. D'accord. Bien, bien. On a vu que selon des études, on se base sur une durée de vie du véhicule allant de 100 000, 150 000, 200 000 km. Est-ce que la comparaison des véhicules électriques se base toutes sur cette même base? Alors, en fait, ce sont des hypothèses de travail, hein. Donc, quand on compare des objets, on doit établir une unité fonctionnelle. Et donc, il se dit, ici, par exemple, on se dit, voilà, si je dois me déplacer pour 150 000 km, quels sont les impacts des différentes solutions? Ça ne veut pas dire que les voitures électriques, après 200 000 km, bah, elles ne fonctionnent plus, hein. Il y a des batteries qui peuvent faire 1 million de kilomètres. Et a priori, les voitures électriques pourraient même avoir des durées de vie plus longues, puisqu'elles ont moins de pièces d'usure. Donc, de ce côté-là, c'est simplement des hypothèses de calcul, parce qu'il faut bien se fixer sur quelque chose. D'autre part, si on mettait par exemple 50 000 km, ben là, les calculs seraient faussés parce que la voiture électrique part avec un très gros handicap. Et donc, Ah, on n'aurait pas, on n'aurait pas des chiffres qui sont assez révélateurs, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment des chiffres d'hypothèse. Et donc, on est dans les différentes études, on est souvent entre 150 000 et 250 000 km, mais ça permet de globaliser tous les impacts. Ouais, tu as déjà répondu à la prochaine question. C'était si la batterie pouvait vraiment tenir autant de kilomètres. Alors, en tout cas, la plupart des constructeurs garantissent au moins 8 ans ou 160 000 km. Ce sont des chiffres qui sont assez fréquents. Maintenant, ce qu'il y a aussi, comme pour le recyclage, il y a une question un peu on manque de voitures électriques d'occasion. Et Traxio, donc c'est la fédération notamment qui reprend les cycles. Enfin, c'est une fédération professionnelle qui est sortie une étude en disant que il s'intéressait à la question justement, savoir parce que si j'achète une voiture électrique qui a 9 ans, comment est-ce que je peux savoir si la batterie est encore bonne ou pas? Et donc, il prône la mise en place de systèmes qui permettent d'avoir, en fait, c'est des logiciels qui permettent d'avoir l'état de la batterie, l'état de santé de la batterie. Comme ça, l'acheteur pourrait se dire, voilà, j'achète une voiture électrique qui a peut-être 50 000 ou 100 000 kilomètres, peu importe, mais avec un état de batterie qui est tel ou tel, qui est un bon état ou qui est un état dégradé. Parce que si on achète une batterie, si on achète une voiture électrique et qu'on doit remplacer la batterie, là, ça ne devient pas du tout intéressant, évidemment, parce que la batterie va représenter pratiquement la moitié de la valeur de la voiture. Donc, c'est en progrès, on va dire. C'est en cours. Et donc, de nouveau, ça veut dire qu'au jour, là, maintenant, si on doit acheter une voiture électrique, d'occasion surtout, ça reste compliqué parce qu'il manque encore des briques pour, quelque part, assurer la qualité par rapport au consommateur. Mhm. Et, euh, et donc, ça doit aussi s'améliorer. Bien. Pour la prochaine question, admettons, j'ai une voiture électrique, mais je dois changer la batterie.
on a vu que pour construire une batterie, ça a un impact certain. Est-ce que la voiture électrique est toujours intéressante à ce moment-là? Dans ce cas-là, ce qu'on va voir, c'est le côté, enfin, si on regarde dans les différents bâtonnets, ben, si on doit vraiment remplacer la batterie, ben, on fait le coût de la batterie fait x2. Mhm. Et donc, alors, suivant les hypothèses, ça peut ou non gréver très fort le bilan. Forcément, au plus la batterie sera grosse, au plus ça aura un impact énorme. Maintenant, ça concerne vraiment très, très peu de cas, hein. Donc, il y a notamment un institut américain qui rassemble pas mal d'informations comme ça d'utilisateurs de batteries. On voit que sur le long terme, les batteries se perdent vraiment très, très peu de capacité. C'est vraiment très, très lent. Et donc, en réalité, alors, soit il y a des problèmes techniques, et donc là, c'est des remplacements sous garantie. Là, ouf. Mais des remplacements vraiment pour des véhicules qui fonctionnent avec des batteries qui ont été traitées correctement, c'est très peu, en fait. C'est quelques pourcents seulement. Ah, d'accord. Tout simplement, comment savoir quelle puissance de charge je dispose chez moi, Dans la maison, dans une maison. alors par défaut, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que par défaut, on peut tous avoir 3500 watts à la prise et donc des recharges à 2 kilowatts sans problème. Maintenant, il y a des installations qui sont en triphasé, d'autres pas en triphasé. Mhm. Et en fait, il y a un outil de RES ou des gestionnaires de réseau qui permet de savoir à quelle puissance vous pouvez recharger chez vous, donc en fonction de votre installation. Donc ça, je pourrais mettre dans les liens. Et sinon, c'est demander à un électricien hein, si vous avez des schémas électriques de votre maison. Mais globalement, pour une simple prise ou même pour une prise renforcée, c'est valable dans n'importe quelle installation. C'est seulement quand on parle vraiment de bornes de recharge que là, on doit vérifier encore plus de choses. Bien, bien, bien. Bah, la dernière question déjà. Il y a eu l'idée parfois évoquée d'échanger les batteries dans les stations et pas de les recharger. Donc c'est beaucoup plus rapide. Mais est-ce que cette idée est toujours, enfin, est-ce que cette idée est abandonnée tout simplement? Alors, il y a un constructeur qui le fait, je n'ai pas le nom en tête, qui lui propose même des batteries de différentes capacités. Donc, l'utilisateur peut arriver à une station de recharge et puis dire, ah tiens, pour mon usage quotidien, j'ai besoin de batterie de 30 kWh et donc je ne vais pas prendre très gros. Et donc, du coup, il roule avec moins de poids. Et puis, s'il fait un long trajet, il peut prendre 60, par exemple. Mais j'ai vu un reportage intéressant parce que sur Internet, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui témoignent. Et en fait, il disait c'est pas du tout intéressant parce que en fait, les recherches sur autoroute, déjà maintenant, en une demi-heure, on sait récupérer pas mal d'autonomie. Et donc, ça ne correspond pas à besoin. Et puis, il y a un autre problème, c'est que si, imaginons, il y a un constructeur qui fait ça, OK, il doit déjà avoir un certain stock de batteries pour pouvoir servir suffisamment de clients. Mais ça, c'est un constructeur. Évidemment, chaque constructeur a des modèles de batteries différents. Donc, si on devait commencer à multiplier le nombre de batteries qui seraient là en réserve pour éventuellement être utilisées, on peut imaginer que ce n'est pas une utilisation très rationnelle des ressources. Bien sûr. Écoute, pour les questions, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la poser tout de suite. Alors, ici, bonjour. Qu'en est-il brièvement de l'électrification des camions? Il m'apparaît que la priorité d'électrifier les camions est encore plus grande du fait de l'approvisionnement, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a il y a différentes solutions qui sont possibles. Il y a des solutions où on va électrifier l'autoroute. En fait, ça va faire comme vous voyez, les trolleybus. Les trolleybus, ce sont des bus qui ont un caténaire qui va chercher l'électricité sur un câble. Et donc, on pourra avoir des autoroutes avec un câble électrique comme ça. Il y a des expérimentations qui se font. Alors là, l'inconvénient, évidemment, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus le câble, le camion doit rouler avec un carburant, mais ça permet d'avoir quand même des kilomètres en électrique. Sinon, il y a la question de l'hydrogène qui là se pose de manière plus intéressante. Et là, il y a match. Donc, entre les camions à batterie ou les camions à hydrogène, suivant les études, c'est l'un ou c'est l'autre qui gagne.
Mais en effet, ça fait partie des priorités dans la décarbonation d'améliorer cette logistique, évidemment. Bien sûr. Alors, il y a évidemment, alors, à côté de ça, il y a aussi le rail, hein, le ferroutage, mettre des remorques sur des trains. Là, c'est aussi extrêmement efficace. Donc, ça, de nouveau, il y aura une combinaison de solutions. Hein. Ce ne sera pas juste, hop, on prend le même nombre de camions, on les met en électrique et puis c'est réglé. Non, ça ne peut pas être aussi simple. Comment voyez-vous la voiture électrique dans 10 ans? Eh bien, en tout cas, ce que les constructeurs annoncent, ce sont des voitures qui vont être, ils annoncent des voitures moins chères avec justement le fait qu'il y aura des gigafactories qui vont fabriquer plus de batteries. Ben, on aura ça coûtera moins cher à la fabrication, il y aura des plus petits gabarits. Par rapport à la chimie, ça reste un peu ouvert. Je sais pas, je suis pas suffisamment spécialiste pour envisager ça. Ce que j'ai vu à gauche, à droite, c'est que ça allait quand même rester des batteries NMC qui seraient beaucoup utilisées avant qu'il y ait d'autres chimies peut-être qui se développent bien et de manière vraiment efficace, parce que c'est toujours la question, hein, c'est que pourquoi est-ce que les batteries NMC sont autant utilisées? C'est parce que c'est vraiment les plus performantes. Tout à fait. Pas d'autres questions? Sinon, on peut rêver hein, de voitures pas trop grandes, partagées, avec beaucoup plus de voitures partagées encore, et, et puis des zones, des centres urbains piétonnisés où justement on peut développer d'autres types d'activités. C'est une vision un peu optimiste de la vie en ville. Hein. Ça conclut parfaitement. N'hésitez pas si vous avez encore une petite dernière question sur le fil à la poser dans la discussion. Merci beaucoup Jonas pour ta présentation. Je nous fais le relais ici. Il y a eu plein de commentaires qui te remercient dans le chat. Ah, peut-être une petite dernière. Ah, peut-être en boutade. C'est la fin de vrai concessionnaire avec de mes cadeaux. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que les métiers vont beaucoup changer et que comme les voitures demandent beaucoup moins d'entretien, il va y avoir des switches, donc plus de développement de mobilité partagée et c'est vrai que ça doit être accompagné aussi parce que on ne passe pas d'un métier à l'autre comme ça sans un claquement de doigts. Ben, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Je vais juste vous mettre dans le chat un petit lien vers le formulaire d'évaluation si vous avez encore 2 petites minutes. C'est très rapide, n'hésitez pas en quittant ici tout à l'heure d'aller le compléter. On vous le renverra aussi par mail. Comme on vous l'a dit, il y a un replay du webinaire qui sera disponible et Jonas pourra vous mettre la présentation à disposition. Et alors, ben, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées au début, mais vous pouvez retrouver sur ecoconso.be nos coordonnées. On a un service conseil. Les renseignements sont tout à fait gratuits. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer des questions qui vous resteraient après à Jonas, ça fera un plaisir. Tu fais des signes de tête si c'est oui ou si non, hein, Jonas, mais je m'avance pour toi, qui se fera un plaisir de vous répondre, de poursuivre un peu la discussion. S'il y avait encore des questions, on a encore 1 ou 2 minutes, n'hésitez pas, si vous en avez encore maintenant, à les glisser sur le fil dans le chat. Et puis sinon, ben voilà, parfait. Ma collègue Alice a mis toutes les coordonnées dans le chat aussi. Donc, n'hésitez pas après à revenir vers nous si vous avez encore des questions. Prenez peut-être un petit instant pour le questionnaire si vous avez le temps. Et alors, je vous remets aussi dans le chat le lien vers notre campagne de cette année dans le cadre de laquelle on organisait ce webinaire. Et donc, il y a encore plusieurs objets qu'on va décoder après la voiture électrique. On a déjà décodé le tote bag et on va en décoder 7 autres pendant l'année, des objets qui ont la réputation d'être écologiques et on va regarder certains, la réponse est oui, d'autres est non. Et puis pour certains, c'est sans doute plus nuancé comme pour la voiture électrique. Je ne sais pas si tu veux faire un mot de la fin, Jonas. Non, merci à tous pour votre participation, à tous et à toutes.
Eh bien alors, on vous souhaite une excellente soirée.